Ça en est le collectif national jusqu'au G7 à Metz. Donc une petite action à Saint-Malo a fait un grand battement d'aile de papillon jusqu'au G7 et jusqu'au CESE où on a été invité en tant qu'observateur. Donc nous avions lancé plusieurs invitations. Et je suis là et je vous remercie vous aussi d'être là. On a eu une formidable expérience, cette Convention citoyenne pour le climat, dont on avait un des membres tout de suite, que je remercie également. C'était une belle expérience. On a pris des citoyens français, tirés au sort, qui n'étaient pas plus écolos, pas moins écolos que les autres. Et ces gens-là, on leur a donné des informations, on les a laissés réfléchir, débattre, et ils ont sorti 149 propositions, des superbes propositions que nous autres écologistes, nous avions un peu dans les cartons depuis longtemps, qui n'étaient pas écoutées. On s'est dit, tiens, avec la Convention, ça va être écouté, puisque le président Macron a dit, c'est bon, pas de filtre. Sauf que, le pas de filtre, c'est faux. En fin de compte, il a pris un gros tamis, il a bien secoué, et toutes les propositions conséquentes, toutes celles qui avaient une vraie valeur, elles sont restées sur le dessus et il les a jetées. En fin de compte, ce qui est passé dans le tamis, ce sont les petites propositions, et puis celles qui nous dérangent, pas grand monde. Et voilà où on en est aujourd'hui. En fin de compte, c'est une mystification. Alors ne vous inquiétez pas. L'engagement des EPCI dans les PCAET vous semble à ce jour répondre uniquement à la commande gouvernementale à minima, donc on coche des cases et on encaisse les bons à payer. Ou est-ce que véritablement c'est un engagement proactif de leur part? Sur les EPCI, les PCAET. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tout un tas de dispositifs, on va dire que c'est un peu pléthorique et qui s'empilent, qui ne se complètent pas toujours sur tout ce qui est lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont des outils. Je pense que de toute façon, ils ont tout intérêt à exister parce que par ce biais, ils permettent à chacun de s'interroger et d'essayer de décliner une politique transversale avec toutes ces problématiques de biodiversité et de climat. Par contre, effectivement, je pense que très souvent, c'est comme la politique menée par ce gouvernement, on ne va pas au bout de la réflexion, on se contente de surfer sur la vague et on ne s'interroge pas sur cette économie parce que c'est une économie de la sobriété et on en est très très loin. Je pense que si vous lisez le petit livre de Pablo Servigne, ce n'est pas ma Bible, mais qui montre un petit peu ce à quoi nous devrions tendre pour éviter d'aller vers 6 ou 7 degrés de réchauffement à la fin du siècle, eh bien je peux vous dire qu'on en est tous très très loin. On a des efforts à faire dans tous les domaines et les PCAET sont un élément, mais on doit forcément aller beaucoup plus loin. Sans relais de la puissance publique, on arrive à des choses qui vont un peu s'épuiser. Le citoyen, il est actif, mais le bénévolat finit par peser. Et donc, il faut avoir derrière des structures, il faut avoir des financements, il faut avoir des appuis. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut des politiques publiques volontaristes, et c'est pour ça qu'il faut des élus qui poussent. On aurait voulu une intervention devant Timac Agro, mais ça n'a pas été souhaité par les forces de l'ordre parce que ça aurait bloqué le rond-point. Enfin bon, vous savez bien que de toute façon, par là, il y a une usine qui fabrique des engrais azotés et par là aussi, il y a un lieu de transit de 40 000 tonnes d'ammonitrate par an. Alors, donc, nous, à Hauts-et-Rivières, on travaille sur ce dossier-là depuis plus de 6 ans. Et on était très très intéressés par la proposition des conventionnels d'une redevance sur les engrais azotés. Et bien évidemment, ça fait partie des mesures qui ont été vidées de leur contenu et par le travail acharné des lobbies et aussi, il faut bien le dire, par le ministère de l'Agriculture qui n'en veut pas non plus. On est effectivement, oui, pour une vraie loi climat et pas pour une loi d'allégeance au lobby. Petit rappel technique,
l'agriculture émet un gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote, au pouvoir réchauffant qui est égal à 310 fois celui du CO2. Donc c'est énorme. Il est généré principalement par l'épandage des déjections du fumier et par l'utilisation des engrais azotés. Donc soit directement au sol, quand on répand les engrais, soit par volatilisation de l'ammoniac dans l'air. Et vous savez peut-être, mais depuis début mars, les épandages ont repris, Engrais et Lisieux, et la Bretagne est couverte par un nuage d'ammoniac. À 94%, les émissions d'ammoniac proviennent des activités agricoles. Il existe déjà une redevance sur la production de ces engrais, mais par exemple, l'usine d'à côté, elle ne la paye pas parce que les conditions mises pour que les producteurs la payent sont extrêmement élevées. Donc il y a énormément de producteurs qui échappent. Quant les agriculteurs, eux, ne payent pas pour l'utilisation de ces engrais. La proposition de la Convention citoyenne pour le climat a instauré une redevance pour les utilisateurs. Pour les inciter, c'est une taxe dite comportementale pour les inciter à changer de pratique, c'est-à-dire à réduire les intrants, à réduire l'utilisation des engrais azotés, à changer de modèle agricole. C'est ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. C'est normal d'ailleurs que les producteurs et les utilisateurs d'une substance qui a des effets délétères sur l'environnement participent au financement de la réparation du préjudice subi. Donc alors je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, c'est-à-dire que les lobbies sont intervenus, le ministère a dit que il ne fallait pas cette redevance parce qu'elle allait réduire la compétitivité de l'agriculture française. Donc ce risque élevé pour la compétitivité, en fait, c'est l'argument pour ne pas sauver la planète. Vous êtes en première ligne au Sénat pour soutenir ce genre de redevance. Vous l'avez déjà fait. Oui. Pardon. Merci beaucoup. Parce que je pensais que... Une équipe qui s'occupait justement de la politique agricole commune, tout ça, qui avait du coup parlé de remettre cette redevance et non pas une taxe, comme beaucoup ont été dit, ça a été une taxe, alors que non, c'est une redevance, et cette redevance devait permettre à tous les agriculteurs qui sont aujourd'hui en train de passer du conventionnel au bio, d'avoir justement ces 3 ans. En fait, pendant 3 ans, ils ne doivent plus ajouter d'intrants sur leur terre. Et au final, le pilier 2 de la PAC, qui sert exclusivement à la transition agroécologique, ne suffit pas au jour d'aujourd'hui aux agriculteurs à pouvoir passer du pilier 1 au pilier 2. Et du coup, notre idée, c'était vraiment de compenser ce que l'Union européenne et la PAC ne pouvaient pas donner avec cette redevance qui permettrait d'activer les choses, de faire que ça aille encore plus vite. Du coup, la position qui a été prise par M. de Normandie et l'État, de dire que non, ça va être une incitation justement à baisser ces intrants. On se rend bien compte que c'est n'importe quoi. Ça fait plusieurs années que l'achat justement des engrais azotés ne fait qu'exploser. C'est tous les ans, c'est plus 30%, je crois. C'est du grand n'importe quoi. Et du coup, au final, ils retoquent ça sur l'Union européenne ou alors en fin de mandat, en 2025, au moment où ça les arrangera le mieux. Merci beaucoup. C'est un modèle qui s'est inscrit dans la durée, qui s'est construit sur des décennies. Et aujourd'hui, il faut remédier à toutes ces déviances. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement qui, quand il entend le mot modèle agricole, il dit arrêtez avec l'agribashing. Quand on dit pesticides, de Normandie dit arrêtez avec l'agribashing. À chaque fois, on ne peut rien dire. C'est vraiment le monopole de la FNSEA qui est au gouvernement. Et donc, on est dans une continuité de la politique qui est menée depuis des décennies. Et pourtant, effectivement, la problématique des engrais, elle est totale, parce que les engrais, non seulement ils émettent des gaz à effet de serre, mais pour leur production, on a déjà utilisé beaucoup de pétrole. Si on est là, c'est parce que, comme on l'a écrit dans un communiqué que vous avez peut-être lu, limiter le réchauffement global, c'est une question de survie pour des millions de personnes, et c'est aussi une course contre la montre. Il y a urgence.
Or, face à cette urgence, ce qu'on aimerait bien que soit entendu aussi, c'est que la solution, ce n'est pas le nucléaire. Vous le savez, actuellement, il y a un fort lobby pour présenter le développement du nucléaire comme une solution contre le réchauffement climatique. Vous l'avez peut-être entendu encore il y a, tous les jours, on entend au niveau européen, M. Macron milite pour que les fonds européens destinés à la lutte contre le réchauffement climatique puissent aller au développement du nucléaire. C'est un gaspillage d'argent public et c'est un mensonge écologique tout simplement. Je vais quand même être plus précis. Ce gouvernement a fait beaucoup plus qu'ont fait les gouvernements précédents. C'est pas faux. Il faut dire qu'on parle de tellement bas qu'avant il n'y avait pratiquement rien. Donc là, on a avancé, mais on est, somme toute, à 1/10 de ce qu'il faudrait faire. Parce que les urgences, elles sont là, elles sont de plus en plus criantes. Et effectivement, on a complètement édulcoré toutes ces propositions. J'interviens, ça a été suite à ce que j'ai entendu l'autre jour dans un web séminaire. C'est une personne qui s'appelle Marie Choureau, qui est une jeune militante de Youth for Climate et qui s'exprimait sur les attentes des jeunes pour cette soi-disant loi climat. Et elle disait, est-ce qu'on a quelque chose à attendre de nos gouvernants? Puisque quand on demande, on ne nous entend pas, ne faudrait-il pas créer nous-mêmes le présent qu'on a envie d'avoir? Je trouvais que cette phrase était magnifique et donc ça m'a décidé à intervenir parce que je crois qu'effectivement, la société que leur réserve le pouvoir en place est une insulte à leur attente. Et ce projet de loi climat est un cynisme monstrueux quand on sait le danger qui menace les jeunes générations comme les générations futures. Un détail qui aussi montre que le problème de cette loi climat, c'est son insignifiance. La détérioration rapide du climat de la planète est marquée, entre autres, par l'accroissement des zones concernées par le stress hydrique. Un humain sur 4 vit actuellement dans un pays en situation de stress hydrique sévère, selon un rapport de l'Institut des ressources mondiales. Au total, 17 pays utilisent déjà 80% de leurs ressources en eau disponibles en surface et en souterrain dans une année moyenne. En 2025, et là, c'est pas tiré des livres d'attaque, c'est tiré de Veolia, qui dit 63% de la population mondiale sera confrontée au stress hydrique en 2025. En 2025. Donc voilà, ouais, pour ça que justement la montre tourne. Donc pour que la justice sociale soit articulée à la justice climatique, ce que demande Attac, c'est de permettre que la richesse nationale soit répartie au bénéfice de tous et non pas pour le profit de quelques-uns ou de quelques-unes. La théorie du ruissellement est une escroquerie intellectuelle. Ça n'a jamais marché. Les inégalités s'accroissent partout dans le monde. C'est bien le système actuel qui fait que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, y compris en France, où près d'1 million de personnes sont tombées dans la précarité en un an et n'ont plus les moyens de satisfaire leurs besoins fondamentaux, alors que les dividendes du capital n'ont cessé d'augmenter. Les actionnaires du CAC 40 ont reçu en 2020 34 milliards d'euros, alors même que la pandémie sévissait, que l'économie était à l'arrêt et que des millions de salariés étaient placés en chômage partiel. Pour les propositions d'Attac sur le financement de la transition écologique, c'est très simple. L'argent est là. L'Union européenne détient environ 25% de la dette française. L'annulation de cette dette permettrait de débloquer à peu près une enveloppe de 137 milliards pour engager notre pays dans une réelle dynamique de transformation du système actuel. Si l'on ajoute à cela la suppression des niches fiscales, le rétablissement de l'ISF, la lutte contre l'évasion fiscale pratiquée par les multinationales, la taxation des transactions financières, on arrive à 128 milliards. L'argent est là, mais pas la volonté politique. Je termine. Contre le non-respect de la démocratie et de la parole donnée, 25% des amendements déposés par les 150 ont été jugés irrecevables. Autre exemple de la duplicité du pouvoir central, sur le traité de la charte de l'énergie, qui est actuellement en cours de négociation avec l'Union européenne. Il a été signé en 1994. Il faut savoir que ce traité protège les investissements des sociétés d'extractives de toutes les matières fossiles qui justement provoquent le réchauffement climatique. La France ne s'oppose pas frontalement à cet accord. Elle invite la Commission à envisager une sortie collective des 27 de ce traité
Et quand on sait que les 27, il faut que ce soit un accord unanime des 27, eh bien on sait ce que ça veut dire. La France ne soutiendra jamais la sortie de ce traité, alors que l'Italie l'a fait il y a déjà plusieurs années. Enfin, je voulais dire aussi, concernant le Mercosur, c'est un traité de libre-échange qui est actuellement en négociation avec l'Amérique du Sud sur le traité qu'on appelle à peu près comme ça, c'est de la viande contre des voitures. Ils nous amènent de la viande et on leur envoie des voitures. Eh bien, il faut savoir que ce traité est un traité qui est dommageable à la fois pour les normes sanitaires imposées à l'agriculture française, que ce traité est aussi dommageable pour toutes les normes environnementales, que ce traité va provoquer une accélération du trafic transocéanique, que tout cela va provoquer. Donc, en plus, pour augmenter les productions, on va être obligé de continuer la déforestation de l'Amazonie. Tout cela fait en sorte que ce traité est un traité qui ne doit pas être signé. Eh bien, la France, après la déclaration de Macron disant « Nous avons bloqué le Mercosur », c'est une erreur, c'est un mensonge. La France négocie actuellement des dispositions annexes pour essayer de gommer certaines de ces dispositions, sachant que les dispositions annexes dans ce genre de traité n'ont aucune valeur contraignante. Voilà. Pour en terminer, comme le dit la lettre ouverte au président de la République, lettre qui a été envoyée il y a quelque temps, le gouvernement se refuse à prendre en compte la volonté des parlementaires de renforcer la responsabilité environnementale des grandes entreprises et des acteurs financiers, de développer le transport ferroviaire, de mieux préserver les forêts, de limiter l'industrialisation de l'élevage ou de renforcer le dispositif de forfait de mobilité durable. C'est inadmissible. Cette marche pour le loi climat est une illustration de ce que nous devons faire pour imposer ce nouveau monde dont les nantis cherchent à en retarder la naissance, ne rien lâcher, se rassembler et se battre jusqu'à ce que notre voix soit entendue. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, justement, la lutte pour l'environnement humain est une des constantes du mouvement de la paix dès sa création en 1948. En développant son approche de défense de la paix. Les guerres et le dérèglement climatique se renforcent mutuellement. L'explosion d'armes nucléaires causerait l'hiver nucléaire et la famine de milliards d'humains. Les armées sont de grandes destructrices de notre environnement, émissions de gaz à effet de serre, et on sait que le Pentagone est très lourd de ce point de vue, de produits toxiques, de déchets nucléaires civils et militaires et saccage de terres vivrières, pillage de ressources de la terre, dévoiement de l'intelligence humaine. Les pollutions sur terre, dans les eaux et dans l'atmosphère provoquées par les guerres accélèrent le réchauffement climatique et la croissance des inégalités, ce qui engendre migration, famine, changement de frontières et de zones de pêche, aridification des sols. La France dépense 13 000 € par minute, c'est-à-dire 420 € annuels par foyer fiscal pour les armes nucléaires, malgré le traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, entré en vigueur le 22 janvier 2021. De ces armes déjà illégales en tant qu'armes de destruction massive. Ce montant devrait encore augmenter dans les prochaines années. Ces sommes pourraient, d'après nous, être utilisées pour satisfaire des besoins sociaux et pour le climat, en augmentant la recherche purement civile liée sur le dérèglement climatique, sciences exactes, naturelles, sociales et humaines, en éduquant et en formant des citoyens éco-responsables et pour cela renforcer la liberté de la presse, donner de l'argent aux associations d'éducation populaire et développer l'enseignement des sciences de la vie et de la terre à tous les niveaux scolaires, du primaire au supérieur. En concrétisant les recommandations de diminution des gaz à effet de serre dans les domaines les plus émetteurs, transport, agriculture, bâtiment, industrie manufacturière, et en y ajoutant le secteur militaire qui est très fort dans ce domaine, en empêchant les banques d'investir dans les énergies fossiles et dans les armes nucléaires. Pour faire converger justice climatique, justice sociale, désarmement et transition pacifique, le mouvement de la paix participe depuis plusieurs années aux marches pour le climat
Et en 2019, avec le collectif national En Marche pour la paix, il signe l'appel unitaire des marches pour la paix et le climat, en liant l'action pour le climat à celle de la paix à l'occasion de la Journée internationale de la paix. C'est la raison pour laquelle nous soutenons aujourd'hui cette marche. Et voilà. Et comme nous avons un sénateur parmi nous, moi je vais lui poser une question. Voilà, nous sommes engagés dans le mouvement de la paix. Il faut qu'on oblige la France à ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires. Hein. Donc on interpelle les sénateurs et je voulais savoir quelle est votre position là-dessus. Merci. Merci. Alors c'est le genre de question où il n'y a aucune surprise. Depuis, je vais encore dire des décennies, mais nous appelons à ratifier ce traité. Il n'y a aucun litige, aucune ambiguïté sur nous. Il faut sortir de cette course folle aux armements nucléaires. Mais je le redis, il faut en même temps sortir du nucléaire civil parce que ce sont les deux mêmes jambes qui nous portent vers un avenir dévastateur. Très bien, merci. Alors je crois que vous allez devoir nous quitter. C'est vraiment dommage parce que j'ai beaucoup de questions.